tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui je tourne sous un plan un petit peu différent. Il fait super chaud, on a fermé à peu près tout ce qu'on pouvait. Et puis surtout que Chéri est en train de jouer à la console et pour pas le déranger. C'est pas grave. Attends, il veut faire coucou. Bonjour. Voilà, fait petit coucou. Voilà. Donc du coup, pour éviter qu'on se dérange mutuellement, du coup, je me suis un petit peu poussée. Pour une fois, vous aurez la bibliothèque dans mon dos. Donc cette semaine, j'ai lu 3 romans, deux romans, un en e-book, un en papier et un en audio. Je vais d'ailleurs commencer par l'audio tout de suite, parce que c'est celui qui m'a, alors pas le moins, oui on va dire le moins enjaillé en fait. Alors si vous entendez une pendule, c'est normal, c'est dans le jeu vidéo. Excusez-moi. Donc, il s'agit du Grand Camp d'Alan Moore, publié aux éditions Bragelonne. Je vous mettrai la petite vignette ici. Dans ce roman, on est dans un roman de science-fiction. On va suivre un jeune garçon du nom de Dennis Knuckleyard qui travaille dans une librairie d'occasion. D'ailleurs, il est logé par sa patronne hein, dans une petite mansarde au-dessus de la boutique. Et elle est très très acariâtre, hein, sa patronne. Et un jour, elle l'envoie acheter un livre assez spécial auprès d'un vendeur potentiel. Et elle missionne du coup Denise pour aller chercher ce livre. Sauf que, eh bien, ce livre, il a une particularité. C'est une sorte d'outil qui permet d'ouvrir un passage vers un autre Londres. Un Londres très fantasmagorique avec plein d'objets du quotidien qui prennent vie dans des conditions un peu spéciales. Et du coup, ce fameux livre permet ce passage entre le Londres actuel et ce Londres un peu imaginaire. Mais des gens qui vivent dans ce Londres imaginaire veulent récupérer ce livre et donc pourchassent Dennis afin de récupérer ce fameux livre. Et on va suivre du coup toutes ces courses-poursuites à la fois dans le vrai Londres et à la fois dans le Londres, dans ce qu'on appelle le Grand Camp. Et on va rencontrer un certain nombre de personnages qui oscillent entre ces deux mondes. Soit qu'ils vivent dans le Grand Camp, soit qu'ils vivent dans le Londres que l'on connaît, soit qui s'amusent à passer allègrement entre les deux. Et on va suivre ce pauvre Denise qui, bien évidemment, n'a rien demandé à personne. Pendant tout le roman, je me suis demandé vers où on allait aller. Parce que oui, on nous parle de ce fameux Grand Camp, de ce fameux Londres un peu fantasmé. Mais d'où est-ce que ça vient? Comment il a été créé? On n'en sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est que chacun des habitants veulent que chacun reste chez soi. On va dire ça comme ça. Et bien forcément, c'est pas toujours au goût de tout le monde. Je suis quand même arrivée à la fin du livre en me disant, bon, ok, tout ça pour ça. J'avoue, j'ai pas compris l'intérêt de nous parler de ce fameux Grand Camp tout en nous disant pas grand-chose en fait. C'est un peu spécial. Alors c'est difficile de vous dire quoi que ce soit sur ce titre, tellement ça me laisse sans voix. Ça me laisse vraiment sans voix. Je sais pas comment vous en parler. Je sais pas comment vous donner envie ou pas envie d'y aller. Là, j'avoue que j'assume totalement mon rôle de booktubeuse en carton. Je sais pas du tout comment vous donner envie, comment vous parler de ce livre. Je ne sais pas.
c'est très compliqué. Alors, j'ai beaucoup aimé le personnage de Denis, qui est très naïf. C'est un jeune garçon très naïf. Il a été... il a vécu... il est devenu orphelin assez vite et il n'a pas fait... il n'a pas pu faire autrement que de vivre avec sa patronne. Mais c'était... voilà, il est extrêmement naïf de tout, hein. Surtout et n'importe quoi, il est vraiment très très naïf et pourtant il a 19 ans mais il n'est pas beaucoup dégourdi, ça je peux vous le dire. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Grace, ce personnage féminin qui apporte un petit peu de fraîcheur quand même à ce roman. Elle va être d'une grande aide pour Denis et on a toute une galerie de personnages complètement farfelus. Et ça, ces personnages-là, ils sont quand même hauts en couleur. Les personnages sont très intéressants, mais l'histoire en elle-même, je reste quand même un petit peu sceptique. Alors, il me semble sur Livre Addict que c'est le tome 1 d'une saga. La fin m'a laissé un peu perplexe. Oui, ça pourrait faire une ouverture sur un tome 2. J'espère, parce que sans ça, ça n'a aucun rapport avec le schmilblick. Donc voilà pour ce roman de SF. Je sais vraiment pas si je poursuivrai, si je lirai ce tome 2 ou pas. S'il me tombe sous la main, peut-être. S'il ne croise jamais ma route, eh ben j'ai envie de vous dire, tant pis. Voilà. Ensuite, j'ai lu... Alors, je vais vous montrer ce que j'ai lu. Si j'aurais pu allumer ma liseuse avant, vous me direz. Mais bon. C'est pas grave, je couperai au montage. Oula. C'est très joli. Ça vient, vous inquiétez pas. Le personnage est en train de passer un mauvais quart d'heure. Alors, ensuite, j'ai lu. Je n'ai pas mes lunettes. Voilà. J'ai donc lu Je ne suis pas d'ici de Nathalie Lessing, publié aux éditions L'Oiseau Noir. C'est un premier roman, un premier thriller. Et je dois dire que c'est quand même assez prometteur. Dans ce roman, on va suivre l'histoire de Marie. Marie qui est une petite fille, elle a 12 ans au début du roman et on apprend assez vite qu'elle vit dans une ferme avec Georges. On comprend assez vite qu'il n'est pas son père, et avec Louis, qui est un jeune homme qui vit avec elle. Georges, on peut dire qu'il a la main et la ceinture un peu leste, car il bat Marie plus souvent qu'à son tour, quand elle n'exécute pas les corvées dans le temps et en heure, quand il y a quelque chose qui n'est pas vraiment à son goût, bref, il la bat comme plâtre. Et puis un jour, en faisant le ménage dans la maison, elle va découvrir une trappe, je crois que c'est dans le salon, elle va découvrir une trappe, elle va l'ouvrir, elle va descendre à l'intérieur, et là, elle va tomber sur quelque chose qu'elle ne pensait jamais pouvoir trouver dans cette ferme. Et elle a la peur de sa vie, forcément. Elle a la peur de sa vie, et elle s'enfuit. Elle est très vite rattrapée, elle est ramenée de force dans cette ferme, et on va suivre par la suite ce qui lui est arrivé une fois qu'elle a été rattrapée par ses ravisseurs. Parallèlement à ça, on suit François. François qui est un homme qui est dans un sale état. Quand on fait sa connaissance dans ce roman, ça fait 2 ans que sa fille Pauline a disparu. L'intégralité de ses proches a fait le deuil de cette petite fille, étant donné que depuis 2 ans, personne ne l'a retrouvée, qu'elle soit morte ou vive d'ailleurs, aucun corps n'a été retrouvé. Mais pour que les gens aillent de l'avant, ils préfèrent s'imaginer que la petite est morte, sinon
on l'aurait déjà retrouvé. Et François, lui, ne peut pas faire son deuil. Il n'accepte pas la mort de sa fille, étant donné qu'il n'a pas de corps sur lequel pleurer. Donc, il s'est enfoncé petit à petit dans une très très profonde dépression. Et un jour qu'il va aller rendre visite à ses parents, un détail va lui être révélé qui va potentiellement relancer la machine et qui, selon lui, pourrait grandement l'aider à retrouver Pauline, si tant est vivante, au moins retrouver son corps. Et donc on va suivre l'histoire de ces deux personnages en parallèle, en alternance de chapitres. Et je dois dire que la tension monte vraiment petit à petit dans cette histoire, et on aborde des thèmes très différents. Je ne vais pas vous expliquer lesquels pour ne pas vous spoiler ce roman, mais on aborde des thèmes très intéressants qui sont très très bien exploités par Nathalie Le Signe. J'ai trouvé franchement que pour un premier roman, il y avait énormément de potentiel. Alors le personnage de François, c'est difficile de dire qu'on aime ce personnage, car il est tellement dans sa détresse, tellement dans sa dépression, tellement dans son monde à lui, qu'il est très 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 difficile de s'attacher à lui. Il a des réactions parfois odieuses avec son entourage. Alors certes, personne ne sait comment il pourrait réagir dans une telle situation, mais j'avoue qu'il y a des moments, il était vraiment pas très sympa. J'ai envie de même vous dire, quelque part un petit peu égoïste. Il pensait vraiment qu'à sa peine, qu'à sa douleur à lui, et pas à celle des autres. Mais en tout cas, c'est un excellent premier roman. Je l'ai dévoré en moins de 48 heures. J'en aurais peut-être qu'un tout petit bémol, mais alors tout petit, pour ce roman, c'est la fin qui tombe un peu comme un coup près. J'ai lu le dernier chapitre en pensant qu'il y en avait un ou voire deux autres derrière, et quelle ne fut pas ma surprise de constater que Nenni, c'était vraiment la fin. Et là, je me suis dit, ok, alors là, c'est la fin, on va pas plus loin. J'aurais peut-être souhaité un tout petit peu plus d'explications pour cette fin. Et pas que ça tombe vraiment comme ça, comme un coup près, que ça tombe soudainement comme ça. Mais ça reste malgré tout un super premier roman, un thriller extrêmement addictif. Si vous aimez ce genre de thriller, allez-y, foncez sur ce roman, vous ne serez absolument pas déçus. Je vous disais donc, j'ai relu. Alors, vous le savez, je l'ai déjà expliqué sur la chaîne, je relis rarement les livres que j'ai déjà lus, sauf que la série Martyr, qui est sortie, dont le tome 1 est sorti en 2014, c'est une trilogie, et on a mis quasiment plus de 10 ans avant d'avoir le tome 3. Le tome 3 est à présent sorti, mais comme je voulais lire le tome 3, je me suis dit, il va quand même falloir que je me remette dans l'histoire, comme ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai lu les 2 premiers tomes. Il serait peut-être judicieux de relire le tome 1 et le tome 2, c'est chose faite. J'ai donc relu Martyr, tome 1 d'Olivier Perru, publié aux éditions J'ai lu. C'est une trilogie de fantaisie médiévale, une fantaisie médiévale française, made in France, mes enfants. Ça tombe bien, demain, on est le 14 juillet, c'est la fête nationale, cocorico, lisons de la fantaisie française. Dans ce roman, on va suivre deux frères de Arsèque, qu'on appelle Acercaire. C'est un peuple de guerriers aux yeux d'or. Ils ont des facilités en termes de combat. Ce sont des combattants hors pair. Et Irémine et Elbrand sont 2 assassins. Ils vont par monts et par vaux dans cet univers, et au gré des missions qu'ils acceptent, ils vont trucider les personnes qu'ils doivent trucider. Et
un jour, ils sont, on va pas dire réquisitionnés, mais ils sont embauchés par le royaume des Ronces pour protéger la dame des Ronces, la princesse Cassis, qui a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, dont la dernière en date a bien failli réussir d'ailleurs. Contre toute attente, ils acceptent ce travail de protection, de garde du corps de la princesse et vont rester donc au fameux royaume des Ronces. On va très vite s'apercevoir que ce royaume est un sacré nid de vipères, car le roi a des velléités d'annexion de ce royaume. On suit également une troupe de rebelles qui est bien déterminée à éjecter le roi Carmalis de son trône. Et on a beaucoup d'autres mystères qui gravitent autour des deux frères, notamment un fameux arcercaire borgne qui semble les devancer à chaque lieu où ils se trouvent pour, à ce qui semble, les prévenir de quelque chose. Et on en est là et on va suivre du coup tous ces personnages dans ce tome 1. Olivier Perru plante son décor, plante ses personnages et met en place toutes les facettes au moins une bonne partie des intrigues de cette trilogie. Autant vous dire que bon, la première partie, oui, il y a un petit peu d'action, oui, il y a quelques rebondissements, mais on est vraiment dans la mise en place de l'univers et de l'histoire. Et arrivé, on va dire, aux 2/3 du roman, là, Olivier Perru a lâché les chevaux. Et on est clairement dans l'action, dans le feu de l'action. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements jusqu'à ce dernier chapitre. Alors, pour moi, ça a été une relecture, donc il y a certains passages qui n'ont pas été une surprise. Je me suis rappelé, effectivement, j'ai dit, ah oui, il va se passer ça, j'ai pas envie que ça se passe, mais ça va se passer quand même, parce que c'est nécessaire pour l'histoire, mais autant vous dire que j'avais pas vraiment envie que ça se passe. J'ai eu, je pense, exactement la même réaction que la première fois, que la première fois que je l'ai lu. C'est hyper bien fait, les décors sont hyper bien décrits, on est vraiment dedans. Il a une façon de façonner son décor, de façonner ses personnages, que ce soit les personnages principaux comme les personnages secondaires, ils ont tous, absolument tous, un intérêt à cette histoire. Ils sont mis en lumière, chacun à leur tour. Ce n'est pas uniquement Irmine et Elbrand qui sont sur le devant de la scène. Il y a également tous les personnages secondaires qui, à un moment ou à un autre, sont en pleine lumière. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans sa plume. À Olivier Perru, j'ai adoré retrouver sa plume. Et forcément, quand est arrivée la fin, eh bien, je me suis dit, il ne va pas falloir que je traîne très longtemps pour relire le tome 2. Et c'est vrai que je ne me souvenais pas, mais je me suis fait dédicacer. Je me suis fait dédicacer le premier tome de Martyr. Et Olivier Perru m'a dessiné un des personnages de ce roman. Et là, en le regardant, eh bien, oui, effectivement, je me rappelle lequel il m'a dessiné. Si vous avez lu vous-même Martyr, dites-moi en commentaire à qui il vous fait penser. Et en tout cas, voilà. Le tome 2 n'est pas loin et autant vous dire que je ne vais pas tarder à le lire. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ce sera dans 15 jours.
Donc voilà, ce qu'as-tu lu est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez lu la semaine passée. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!